monsieur, bonsoir. On se retrouve comme chaque mercredi pour C'est dans la presse. C'est dans la presse, le magazine de l'actualité des médias. Ce soir, pour les médias, on parlera de la justice, puisque vous savez, la semaine dernière, la une de l'actualité judiciaire, c'était le fameux procès Rudy Alexis. Pour cela, j'ai invité deux confrères, Boris Carandro de France Antilles, qui n'est pas encore là, mais on espère qu'il nous rejoindra pendant l'émission. Et aussi Gilbert Pesmaï, qui a suivi au quotidien cette affaire Rudy Alexis, puisqu'on parle de deuxième mort de Jacques Binot. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette affaire. Alors, première partie de notre émission, nous avons le plaisir de recevoir Roger Lurel, guitariste, concertiste musique classique. On va tout à l'heure voir avec lui ce que contient ce petit CD, qui est de notre point de vue un petit chef-d'œuvre. Enfin, on en parlera. Et bien sûr, nous retrouverons tout au long de cette émission nos chroniqueuses. Je vais parler de Valérie, de Virginie. Je l'appelle chaque fois Valérie, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on va finir par l'appeler Valérie, Virginie. Et Nelly qui fera sa revue de presse. Alors, je l'ai dit en début d'émission, on parlera de justice. Gilbert Pesmaï est déjà là, on va le saluer en attendant. Mais nous commençons par de la musique. C'est inhabituel C'est dans la presse, mais c'est important parce que nous avons entre les mains, je le disais, le dernier CD de Roger Lurel, qui est un concertiste, un joueur, un guitariste classique, mais qui a cette fois décidé de sauter un peu le pas, d'aller à contre-courant et de revisiter la biguine guadeloupéenne. Et ça, c'est tout en son honneur, puisqu'on le connaissait plutôt un musicien classique, habitué des grandes œuvres, et aujourd'hui, il est revenu dans le patrimoine guadeloupéen. Pourquoi Roger Lurel? Eh bien, bonsoir. Retourner de le patrimoine, j'ai toujours travaillé les œuvres sud-américaines, oui. Toujours dans la culture antillaise, c'est-à-dire Cuba, Porto Rico, Guadeloupe, Martinique. Mais j'ai observé que nous avons un riche patrimoine de très nombreuses mélodies qu'on ne joue pas à la guitare classique ou au piano. Donc j'ai analysé 300 œuvres pour en sélectionner 50 mélodies, je pense, qui normalement deviennent de petites œuvres de concert, pour les concerts. Ce sont des standards, en fait. Oui, depuis 1848 jusqu'à 1950, ce sont les standards classiques du genre Bamrin, Thibault, tout ce qu'on connaît. Pas vraiment la biguine jazzy, non, le traditionnel pur. Je prends ces œuvres-là dans leur authenticité mélodique, et moi j'harmonise, c'est-à-dire seul guitariste, je mets la basse, je mets l'harmonie, je mets la rythmique, et puis bon voilà, pour les solistes. Mon petit rêve. Vous les avez retravaillés? Oui, tous les arrangements, tout. C'est une anthologie, mais ce n'est pas une compilation d'œuvres comme on prend comme ça, c'est une création, cette anthologie, pour guitare seule et percussion. Donc il y a 3 volumes, c'est le volume 1. Ah, c'est ça, oui, d'accord, ce n'est que le premier. Oui, ce n'est que le premier. Oui. Donc je pense que c'est une petite contribution au patrimoine, et voilà. Combien de temps de travail pour ça? Je ne compte pas les heures de travail, ça fait partie de ma vie, de mon quotidien, c'est l'amour. Je ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça, donc c'est une démarche très culturelle. Une démarche personnelle ou... Personnelle, et puis un petit peu, à travers ça, on apprend à se connaître. Parce que je joue beaucoup d'œuvres, seulement sur le net, sur YouTube, j'ai plus de 300 œuvres, du Beethoven, c'est pas beaucoup, mais la dernière production, c'est sur Manuel Ponce. J'ai enregistré les 24 préludes de Manuel Ponce pour la guitare, un grand compositeur du Mexique. Et puis j'ai décidé de quand même charité bien ordonnée, comme ça se passe, en jouant nos mélodies, pour demain que pourquoi pas un Brésilien joue nos œuvres, un soliste, qu'il soit français, brésilien ou je ne sais pas, japonais. Mais la touche classique dans la biguine, c'est un challenge, parce que bon, c'était pas évident, parce que le rythme, ce qu'on appelle le zandoli-palipat dans la biguine... Je fais tout. Oui, il y a la percussion, et c'est une culture très très riche. C'est comme les Espagnols, ils jouent le rasgueado, nous on a le huaché. Alors je n'aborde pas tous les aspects parce que c'est tellement riche. Je suggère toute la rythmique, mais toute l'authenticité mélodique, rythmique est là. Et toujours j'accompagne avec la percussion. Et y compris, bien sûr, pas que de la biguine, j'ai aussi le travail sur la mazurka et aussi les valses créoles comme, comment ça s'appelle, il y a une des valses dessus qui est historique, quoi. Adieu Foulard. Il y a de la percussion avec souvent du Brésil où je mets, où c'est très moderne à contre-temps. Oui.
qui est une valse très ancienne, 1700, je crois, 1774. Oui. Une des premières mélodies antillaises. Antillaises, bien sûr. Alors, au témoin d'un doute quand même, quand vous revisitez la Biguine, vous allez aux origines, finalement cette Biguine, il y a deux Biguines, Biguine guadeloupéenne, Biguine martiniquaise, ou c'est la même finalement? À mon avis, bon, je ne suis pas là Sans chauvinisme. Non, je ne suis pas dans le chauvinisme. Je parle d'une manière musicologique et d'une manière historique, en faisant des analyses vraiment musicologiques. La Biguine, ça fait partie de notre patrimoine et je pense au niveau du corpus rythmique, c'est de la Guadeloupe. Oui. Ça vient du Gwoka, qui est un corpus. Ça vient du Gwoka. Ça vient du Gwoka. Bon, évidemment, il faut l'expliquer d'une manière scientifique. Ça vient de nos rythmes. Ça, c'est clair et net. J'ai fait l'analyse. Si je vous ai dit que j'ai analysé plus de 300 billets pour en sélectionner. C'est bien la raison pour laquelle je vous pose la question. Pour en sélectionner 50 pour que ça devienne de petites œuvres classiques pour les solistes dans le monde, pas que pour les Guadeloupéens. C'est parce que je parle en connaissance de cause. La Biguine est guadeloupéenne. Bon, on peut prendre un débat dessus, discuter dessus. Saint-Pierre, bien sûr, était une caisse de résonance culturelle, bien sûr, et beaucoup de musiciens y allaient, mais la Biguine, vraiment, elle naît en Guadeloupe. Oui. C'est comme le jazz, on le joue partout. Demain, on dira que le jazz est italien ou français, mais le jazz, on sait où ça a pris de sens. Par contre, la mazurka créole, qui est une très belle création, est magnifique, je l'étudie aussi. C'est purement martiniquaise, la mazurka créole, qui est bien sûr avec des origines diverses, polonaises, avec toutes les influences européennes. C'est le syncrétisme culturel. Mais la Biguine, moi je défends que c'est la guadeloupéanité de notre musique. La Biguine, c'est guadeloupéen. Et donc... Et ouvrir le débat, bien sûr. Je dis avec, bien sûr, pas chauvinisme, mais avec une conviction scientifique. C'est-à-dire, je peux décortiquer, l'analyser, dire que voilà, ça fait partie de mon patrimoine, de ma richesse et de mon enfance et de ma culture. Et scientifiquement, ça fait partie Il y a même eu un film qui s'appelle Biguine, fait par un Martiniquais. Oui, c'est bien, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ça valorise le patrimoine de la Guadeloupe, notre musique. La Martinique joue de la Biguine, bon, c'est très bien. Alors, la Biguine martiniquaise, elle est quoi? C'est un dérivé? Alors, je ne vais pas rentrer dans... Techniquement, je parle. Techniquement, mais c'est au niveau de la rythmique. Oui. Dans la rythmique, par exemple, on a une rythmique tout à fait différente que celle de la Martinique. Je ne vais pas rentrer dans de telles considérations puisque, bon, c'est déjà pour les musicologues, pour les musiciens, pour les spécialistes. Mais en connaissance de cause, je sais que la Biguine, et s'il y a un débat, je suis prêt à en discuter. C'est vraiment avec des spécialistes. Oui, avec des spécialistes. La Biguine est guadeloupéenne. Elle n'est pas martiniquaise. La Biguine, c'est de mon pays, c'est mon patrimoine. Ça, c'est notre richesse. Ça, c'est la richesse, je dirais entre guillemets, nationale de la Guadeloupe. D'accord. Ça, c'est clair. Ça, je l'accueille comme tel. Oui, mais c'est ma conviction et c'est mon engagement. Et je défends la Biguine comme la mazurka, qui est martiniquaise. Bien sûr. Alors, c'est une anthologie de la Biguine, mais je note quand même que, puisque vous aimez beaucoup les musiques latines, que vous allez jusqu'au son de Montuno. Oui, mais la Biguine, c'est comme la samba, comme la bossa nova, comme le son de Montuno, comme la guajira, comme toute la bomba. C'est le syncrétisme culturel, c'est la même culture, c'est le dénominateur commun. C'est une musique négro-européenne alors? Non, pas négro, j'aime pas ce terme. C'est de la musique afro, je dirais amérindienne. Afro-amérindienne même. Par exemple, dans le son de Montuno, on joue le petit chacha. Oui, bien sûr. Le maracas. Okay? Donc, il y a un syncrétisme dans ça. Le siak. Les clavesses aussi. Ok, les clavesses. Okay. Donc c'est notre culture. Ça, donc, pour que ce ne soit pas monotone, je fais la même démarche. J'ai mis toutes les grandes œuvres, par exemple, de Matamoros, Miguel Matamoros, exactement comme la Biguine. Oui. C'est un des grands musiciens de Cuba, qui est mort déjà. J'ai pris tous ces grands succès, je mets pour la guitare classique, pour le soliste. Donc, c'est exactement comme pour la Biguine. Oui. Ce que les Brésiliens ont fait au niveau de la bossa nova, ce sont des solistes, donc je fais le même travail. Donc, ça veut dire que... Donc, je ne suis pas du tout, je ne défends pas une guadeloupéanité, la Biguine, en tant que musicien de Biguine, non. C'est de la recherche que je fais. Donc, à travers ça, les gens découvrent un aspect de mon travail. Là, par exemple, sur ce volume, il n'y a pas de mazurka. C'est que de la Biguine, du son, un boléro de Cuba, de la bossa nova, d'un des plus grands musiciens. Oui. Un des plus grands musiciens du Brésil, Laurindo Almeida. Donc, je ne suis pas sclérosé dans une branche de la culture antillaise, du créole, parce que c'est la culture créole. Alors, du point de vue de la rythmique, expliquez-nous un peu la différence entre la Biguine et la Biguine lente.
C'est déjà très technique, disons c'est le tempo, c'est le swing, quand il y a des bossa qui sont plus rapides, et voilà, c'est comme dans la samba, on a la samba condo, on a la samba cancao, on a la samba de carnaval, on a la biguine de carnaval, donc ça ce sont des termes purement du tempo, de la vitesse, donc ça donne un autre swing, une autre harmonisation en tant que musicien, donc ça donne encore une autre poésie. Parce que notre musique est bourrée de poésie. Une musique de carnaval n'est pas une musique, par exemple, on veut méditer, puis bon, on a des biguines où il faut, on est là calme, on regarde peut-être les étoiles, ou bien on réfléchit autrement. Et d'autres, c'est des mouvements de rue, mouvements de carnaval. Donc, la biguine, elle est riche, elle est comme la bossa, elle est comme le jazz. Alors, en écoutant votre album, j'ai quand même une impression que vous avez un peu ralenti le rythme. Ou décomposer le rythme. Oui, parce que je suis soliste. Oui. Donc demain, si un japonais joue, parce qu'il y a les partitions. Oui. Sur le web, on trouve les partitions. Donc c'est un travail profond que je propose aux Brésiliens, que je propose aussi aux concertistes, aux musiciens, aux collègues musiciens. On va pouvoir le jouer. Donc je ralentis, mais ça, c'est toujours la même authenticité rythmique. Oui. Parce que je suis soliste, je dois tout faire. L'œuvre doit être assez complète. Donc, on ne peut pas. Il n'y a pas un bassiste, un batteur. Vous avez quand même mis des percussions. Enfin, oui, les percussions m'accompagnent. Mais en fait, la guitare en elle-même, elle est assez riche pour suffire à elle-même. C'est un instrument complet comme le piano. Donc, soliste, c'est pour les solistes, en fait. Oui, oui, quand même, c'est important de nous le dire. Ça vous arrive de faire des concerts, j'imagine, pour un public particulier. Alors, est-ce qu'il y a un public pour la musique classique à la guitare en Guadeloupe? Comment ça se passe? Je ne sais pas, c'est pas mon problème. Je ne suis pas sur vraiment la Guadeloupe parce qu'il y a le public guadeloupéen. Je suis dans une autre dimension, je suis ailleurs. Vous voyez, tous les dimanches, tous les jours, je travaille la musique. Je ne me pose plus de questions sur la Guadeloupe. Vous avez même joué de la sitar? Oui, je suis aussi sitariste, musicologue. Mais je ne me pose pas ces questions sur est-ce qu'il y a un public en Guadeloupe. Je suis dans le monde. Oui. Par exemple, je reçois beaucoup de mails, j'ai plus de 300 heures, je ne me pose plus de questions sur la Martinique, sur la France, sur un pays quelconque. Ce n'est pas ma dimension, je suis ailleurs. Par exemple, je vous ai dit que récemment, j'ai enregistré 24 préludes de Manuel Ponce. Ce sont les Mexicains qui sont contents, qui me disent, bon voilà, ta poésie, ta manière d'aborder l'œuvre. Je ne suis pas dans une dimension nationale, je ne défends pas une guadeloupéanité ou encore un public, non. Moi, je joue de la musique et c'est bien, c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a un public? Je n'ai pas fait d'études dessus. Ce n'est pas ma démarche. Vous ne faites pas de concerts au Guadeloupe, quelquefois? Ça vous arrive? De temps à autre, je pense faire des récitals, des concerts. Mais pour un public très restreint? Non, j'ai toujours avec beaucoup de gens, n'importe qui écoute la musique, c'est pas restreint. Les gens, ils ont des Vous avez un concert dans l'air prévu? Pour le moment, non, je pense. Comment vous allez, parce que bon, on vous reçoit ce soir, on va dire, on fait de la promotion de votre travail, mais est-ce que les gens auront l'occasion de vous rencontrer? Si, bien sûr. Et des concerts, mais je vais présenter non seulement la biguine, mais je travaille en ce moment avec une cantatrice cubaine. On présentera toute une anthologie aussi de la musique antillaise pour voix et guitare et de la biguine. Donc ce sera vers les vacances, les fêtes de Noël. Cette fête passera vers janvier, février. Donc ce sera beaucoup plus éclectique et beaucoup plus large. Parce que je ne suis pas basé uniquement sur la biguine, c'est une recherche. D'accord. Et donc ça ne me pose pas de problème au niveau de... Deux petits mots avant de terminer, parce que j'ai quand même envie de vous questionner là-dessus. Vous avez fait un séjour en Inde. Pourquoi? Il y a quelques années, je me souviens, vous m'en avez parlé, oui. Oui, l'Inde, c'est-à-dire que toujours la musique qui m'amène vers l'Inde. Mais je n'ai pas fait de séjour, j'y vais tout le temps en Inde, oui. Chaque année. Ah bon? Tout le temps, des séjours alors? Je fais des séjours quand je peux, je suis sitariste. Je suis suivi par un des meilleurs maîtres de l'Inde, Narendra Batajo. Oui. Et puis, bon, voilà, je peux enseigner cette musique-là ici. Et dans ma démarche intérieure, dans ma démarche musicale, c'est un petit peu mon jardin secret. Donc, et je sais qu'il y en a dans notre culture un pan de l'indianité, un pan de la civilisation indienne, mais en fait, le moment n'est pas venu vraiment, les conditions pour pouvoir m'exprimer et donner des conseils. Ce n'est pas mon but non plus. Mais par contre, je peux l'enseigner, je suis sitariste, il n'y a aucun problème. Bien. Je vous remercie d'être venu. Alors, je rappelle donc que cette œuvre, elle est vendue partout ou oui. la diffuser?
C'est diffusé d'abord dans tous les petits bacs traditionnels, volontairement, c'est-à-dire Bastère, Pointe-à-Pitre, Capesterre, déjà ça, c'est notre begin. Et puis on verra pour le grand système de valeurs marchandes et tout. Mais déjà, dans Pointe-à-Pitre, il est toutes les petites communes, on le trouve. Et puis surtout sur le net. Au niveau YouTube, on peut télécharger, c'est ce qui est important. D'ailleurs, tout à l'heure, on va écouter un petit extrait d'une de vos œuvres sur le net. Mais pour l'instant, je vous remercie, Roger Lurel, d'être venu assez dans la presse. Et vous êtes vraiment dans la presse cette semaine avec ça. Parce que j'imagine que d'autres confrères vont oser vous inviter parce qu'il faut connaître et aimer ce genre de musique. Alors, on est dans la presse et on va retrouver Virginie. C'est pas Valérie cette fois-ci. Ça fait bien un mois, on ne s'était pas vu. Tout à fait. Notre spécialiste de la rubrique décalée. Alors j'ai cru comprendre que décalé aussi, il y avait une musique décalée. Oui, on va en parler tout à l'heure. Et la rubrique même, elle est décalée. Voilà, puisque c'est la chronique Nijivir décalée, donc je me suis penchée sur le terme décalé. Donc c'est un terme qui est vachement à la mode. On le retrouve, le ton décalé, sur toutes les émissions télé. C'est un terme particulier en Guadeloupe, décalé. Décalé, oui, justement, on va peut-être en parler. Je vous donnerai la traduction à la fin. D'accord. Oui. Dans tous les cas, le ton décalé dans les émissions télé, le précurseur, ça a été quand même Antoine Decaune sur Canal+. Et ces temps-ci, c'est plutôt Yann Barthès qui œuvre sur Le Petit Journal. Et franchement, j'aimerais pas être l'un de ses invités parce qu'on se demande toujours à quelle sauce on va être mangé. Donc on retrouve pour décaler, voilà. Revue de presse aussi décalée en radio sur RTL. Et sur Internet, figurez-vous que j'ai trouvé l'adresse la plus décalée qui soit. Pourquoi elle est décalée? Parce que c'est la plus longue. Elle compte 67 lettres. Donc je vais vous la lire. C'est www. Faut vraiment être con pour avoir une adresse internet aussi longue.com. Oui. Et elle existe? Mais oui, ça existe vraiment. Ouais, je vais la cliquer ce soir. Donc j'avoue que ça m'a bien fait rire. Donc du coup, j'ai cherché des adresses les plus courtes. Donc il y en a 3, c'est q.com, x.com et z.com. Bon, faut vraiment être un peu décalé comme webmaster pour répondre ce genre d'adresse. Et puis évidemment, en Guadeloupe, sur votre chaîne télé préférée, c'est dans la presse, Canal 10, il y a la chronique décalée de Nijivir. Mais bon, moi je suis tombée dedans, déjà toute petite. Bon bref, en général, plus c'est décalé, plus ça fait le buzz. C'est encore un mot à la mode, le buzz. Ferons un jour une chronique sur le buzz. Sur le buzz, c'est très frais. Le buzz du buzz. Ouais, c'est frais le buzz. Et c'est frais, c'est aussi une expression de Jones, très à la mode. Donc avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Genre, mon fils qui vient, maman, mon copain, il a des nouvelles baskets, c'est trop frais, il y a un nouveau jeu Xbox, c'est frais. Et un jour, j'ai compris que c'était en fait l'équivalent et la traduction de c'est trop cool. Oui, cool, frais. C'est cool, c'est frais. Il fallait y penser. Fresh. Et un jour, j'ai voulu impressionner mon fils. Après avoir écouté une musique, je rentre dans sa chambre et je lui dis « Ah, il est trop cool ce frais shine ». En fait, je m'étais complètement plantée. Je voulais juste dire « Il est trop frais ce cool shine ». Voilà, c'est comme ça qu'on n'embarque pas des points. Bon, et justement, en parlant de musique, on a tous entendu et dansé sur « Coupé, décalé ». Bien sûr. Coupé, décalé. Bon, est-ce que vous savez que ça vient de Côte d'Ivoire? Oui, parce que j'ai vu le clip. Voilà. Oui, ici. Et en argot ivoirien, couper, ça veut dire tricher ou voler. Et décaler, ça veut dire partir. Donc imaginez, vous pensez danser sur du coupé-décalé, en fait, vous dansez sur du voler et je m'enfuis. Vous savez faire voler vous et je m'enfuis. Oui, bien sûr, on va le faire après, vous allez voir, Dani. Je suis très forte. Je veux voir ça. Donc en général, il vaut mieux se concentrer sur la chorégraphie plutôt que de savoir en fait ce que veut dire vraiment les paroles. Bien sûr. Et il y a le chanteur aussi de Kinshasa, Jessie Matador, qui a lancé le décalé Guada. Ouais. Bon, le rythme est très endiablé, c'est plutôt un rythme de Zumba. Ouais. La Zumba, c'est encore un mot très à la mode, on en entend partout parler. Des programmes fitness Zumba, les DVD Zumba, des soirées Zumba, il y en a partout. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est la Zumba, Danick? Vous savez ce que c'est? C'est une danse à la mode, enfin. Oui, c'est une danse à la mode. On juste à côté. Juste à côté. Il y a une personne qui est venue ici, Mimi Neldi, elle est prof de Zumba. Voilà. Donc en fait, Zumba, c'est l'art de faire du sport. Mais ça n'a pas décalé le zouk, la Zumba. Non. C'est l'art de faire du sport tout en ayant l'air sexy. Ouais. Mais je peux vous dire, pour avoir fait 2-3 cours, que c'est pas évident d'écouter la musique, de caler sa respiration, de regarder ses gestes, tout en ayant l'air sexy. Parce que sinon, là, pour de bon,
vous êtes vraiment décalé. Mais bon, peut-être qu'il faudrait lancer la tendance décalé Zumba, et peut-être que je pourrais faire le buzz avec ça. Oui, sûrement, peut-être décalé Zouk aussi. Décalé Zouk aussi. Vous voulez la traduction de décalé en créole? Allez-y. Ouais, c'est un terme violent. Hein. Je m'accroche. Alors, c'est un terme qu'on utilise, il est quelle heure? Bon, il est 21h, on peut parler? Les enfants sont couchés. Oui, les enfants sont couchés. Kyrian Amanda, au lit. Oui, d'accord. Alors, décaler une femme, c'est avoir un rapport très violent avec la femme. D'accord. Voilà. Vous voyez un peu la différence entre le Congo et la Guadeloupe? Je vais peut-être rester sur la Zumba. Je pense aussi, pour ne pas vous décaler. Bien, alors, on quitte Virginie. J'ai bien dit cette fois-ci? Super. Ça va, ça va. Je ne suis pas décalé. Et on va passer à la revue de presse, puisque chaque semaine, nous avons le plaisir et l'avantage d'avoir une revue de presse faite par Nelly, n'est-ce pas? Bonsoir Nelly. Ça va? Oui, ça va. Quoi de neuf dans notre presse? Alors, on ouvre le bal avec le portrait d'une grande dame originaire de Guyane. Alors, je vous laisse deviner. Grande par le talent ou grande par la taille? Les deux. Bon, d'accord. Donc, la très tumultueuse Taubira titre Le Point. Donc, un portrait mi-figue, mi-raisin, ou plutôt mi-figue, mi-surelle, hein, car beaucoup d'amertume dans l'entourage de la ministre qui avoue qu'on me construise une légende d'ogresse ne me dérange pas. Bon, alors ça tombe bien, parce que toute la première partie de l'article dévoile la part d'ombre de la si souriante ministre de la Justice, un véritable Dark Vador des hémicycles, apparemment pour ses anciens collaborateurs, qui confessent courageusement et anonymement, sait-on jamais, hein, je cite, Christiane Taubira se montrait humiliante, les réprimandait parfois violemment, la porte de son bureau ouverte. Et elle n'y avait pas que le dos de la cravache, hein, parce qu'apparemment, elle disait des choses comme « Vous êtes une médiocre, je vous ai ramassé dans le ruisseau ». Bon, un syndicaliste de Guyane anonyme, hein, pas fou, il tempère et il explique qu'elle est très exigeante avec elle-même, ce qui n'est pas toujours le cas de ses collaborateurs, au niveau desquels elle ne sait pas se mettre. En bref, c'est de leur faute. Quand Le Point interroge sur ses colères, en riant, elle répond « C'est bête qu'on ne soit qu'au 2e étage, car je vous aurais passé par la fenêtre. » Un tir de geste-pomme cayennais bien centré. Alors bien sûr, elle présente hein, Christiane Taubira, mais la deuxième partie de l'article, en tout cas, est plus qu'élogieuse et subjuguée. Les journalistes écrivent. Parlant d'un de ses discours qu'elle a écrit pour les magistrats, Taubira les bouscule, les cajole, les gronde, les console. Les magistrats chavirés l'entourent, la presse. C'était si fort, c'était si bon. Bon, un peu d'amour vache et aussi un peu de masochisme hein, dans tout ça. Ça tombe dans le décalé. Hein. Oui. Donc masochiste, hein, il faut l'être assurément pour essayer de comprendre le bourbier dans lequel l'UMP s'est enlisé. Encore. Hein. Donc une du Point, les grandes haines, Courrier international, l'opposition la plus bête du monde, Nouvelle Obs, UMP, comment ils ont triché, Nouvelle Semaine, l'UMP divise les familles locales. Alors on ne change pas une équipe qui perd, toujours pas de solution. Donc, le dernier grand moment de ce n'importe quoi politique, ça a quand même été le grand pétage de plomb du journaliste Olivier Mazerolles sur BFM. Je suppose que vous l'avez vu et revu. Tout le monde l'a vu. Oui. Alors, je cite, « Je suis journaliste, je suis fatigué comme tout le monde et j'en ai marre de commenter des inepties. » Bon, alors, on comprend un peu hein, quand même Olivier. Journaliste, politique, sur BFM en plus, hein, la chaîne d'info qui est devenue, grâce à la guerre UMPiste, la spécialiste. Du commentaire sur la voiture qui s'éloigne, du commentaire de la voiture qui arrive, du correspondant qui commande du rien, et du duplex pour filmer la plaque du siège de l'UMP. Bref, c'est le ras-le-bol. Alors, cette caricature du Nouvel Obs plaira sans doute aux journalistes de BFM. Donc, la caricature. On n'a pas vu. Ah, pas encore. Bon. On passe. Bon, il y a un problème, hein, désolé. Donc, tant pis. Donc, toujours très friand de classement en tout genre, Nouvel Obs présente son palmarès national des hôpitaux cliniques. Donc, je cite, « Miracle français, s'il est bien un domaine où notre pays excelle, c'est la santé. » Waouh, ça promet. Alors, avec une pointe de chauvinisme et une détermination à toute épreuve, j'ai scruté les 34 pages de classement. Ça du courage, hein. Oui, oui. J'ai scruté donc les 34 pages de classement pour connaître la place de nos hôpitaux antillais. Et je n'ai pas été déçue, Danick. Hein. La recherche fut laborieuse, car déjà sur les 25 spécialités proposées, la Guadeloupe n'en compte que 3. Ensuite, il ne vaut mieux pas commencer la lecture par le haut du classement, donc je n'ai pas mis longtemps à m'en rendre compte. Et oui, nous sommes 80e sur 80 sur le traitement de l'AVC. Bon, par exemple, bon, en plus d'être chauvine, je suis comparaison, hein, j'ai noté que le CHU de Fort-de-France, lui, est en 57e position. Bon, c'est déjà mieux. Hein. Une place sur le podium, c'est pas pour tout de suite, hein, mais je suis sûre que le classement 2013 sera meilleur, Danick. On espère.
Alors, vous restez optimiste pour l'année prochaine? Ah oui, mais il faut l'être, hein, Danick. Il faut être optimiste. D'autant plus que sur ce plateau, personne n'ignore que nous allons tous mourir dans 16 jours. Ah bon? Oui, oui, donc utilisons notre argent à bon escient et permettons aux auteurs de livres sur l'Apocalypse de profiter un peu de leurs droits d'auteur avant de mourir. Donc, et oui, c'est le nouveau bon plan, le bon créneau, les livres sur l'Apocalypse, dans Désir d'Apocalypse dans le monde. Je cite, « Une vague de publications s'abat sur la table des libraires. Pas question de mourir inculte le jour de la funeste prédiction Maya. » Alors, si vous avez prévu, avant le 21 décembre, de bombancer et de ne fournir aucun effort intellectuel, eh bien, peine perdue. Hein. Vous ne pouvez pas vous priver de lire un de ces chefs-d'œuvre sur l'Apocalypse qui vous priverait de réponses à des questions existentielles comme « Pourquoi le village Bugarache est-il le village de l'Apocalypse ?» Vous savez, ce fameux village, voilà. Donc, réponse de l'auteur. C'est un vortex, une porte interdimensionnelle qui permet de réaliser le voyage astral. Bon, à la lecture de ces livres, une chose est sûre, sachant qu'on sera tous morts avant Noël, certains ont déjà pris beaucoup d'avance sur le schrob. Mais bon, pour ceux qui voudraient allier fin du monde et tourisme et cherchent une destination originale pour vivre ce grand moment de mort, dans Nouvelle Semaine, les Mayas et la fin du monde, l'année Maya du tourisme, on apprend qu'au Guatemala, on espère que la fin du monde Maya augmentera le nombre de visiteurs de 8%. Et 13 sites ont été sélectionnés pour accueillir des activités. Super destination pour les fêtes. Hein. Donc, Danick, on leur souhaite bonnes vacances. Merci, Nelly. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre revue de presse. Et là, comme prévu, le clip de Roger Durel, c'est Recuerdo Pampeano. Juste de petits mots sur ce clip, Roger. Ce clip, ça a été enregistré en live. Et c'est une œuvre d'Argentine. D'accord. Qui un petit peu symbolise la musique de la Pampa, l'Amérique latine. Vraiment c'est notre contexte. Non, c'est notre contexte créole. Notre contexte, oui, bien sûr. C'est notre culture créole. Ben, comme le tango argentin, etc. C'est la même chose. On regarde Recuerdo Pampeano.
plateau de C'est dans la presse avant de passer à ce débat qui va être un petit peu réduit puisque notre confrère de France Antilles s'est perdu en chemin. Juste deux petits mots sur ce qu'on vient d'entendre, Recuerdo Pampeano. Vous avez combien d'œuvres vous avez sur le net? Plus de 300 œuvres. Plus de 300. Plus de 300 œuvres. Et je m'adresse généralement aux concertistes. Et puis, bon, il y a de bons retours, de bons commentaires. Et ça m'encourage à progresser et puis à donner comme ça aux gens. Et ça me permet de travailler. La suite de l'anthologie, le deuxième volume, ce sera dans quoi? Dans 1 an, 2 ans? Peut-être l'an prochain, puisque c'est fait déjà, mais on ne peut pas présenter d'un coup 3 CD et volume 1. Et puis c'est un travail basique, profond. C'est quand même sur c'est 50 mélodies, 50 milliers. Ça ne sort pas du ciel comme ça. Et puis ce n'est qu'une parenthèse de mon travail. Bien. Donc entre autres, je fais beaucoup de choses. En tout cas, je rappelle donc aux téléspectateurs qui ne l'ont pas encore, essayer d'avoir cette anthologie de la Biguine guadeloupéenne et au-delà même, puisqu'il y a des œuvres qui ne sont pas guadeloupéennes mais qui rentrent dans cette musique créole, entre guillemets. Oui, c'est ça, syncrétisme culturel, ouais, musique créole. Ce syncrétisme. Exact. Merci Roger, okay, merci. Et vous êtes toujours bienvenue ici. Allez, alors, on change un petit peu de sujet. Bonsoir Gilbert Pesmaï. Bonsoir. Vous êtes un peu seul ce soir, mais enfin c'est pas grave. C'est ce qui veut dire que Guadeloupe Première est un média fiable. Absolument. Je ne peux pas dire le contraire, parce que chaque fois que je vous ai sollicité, vous avez toujours été là et à l'heure. Bien alors, je disais tout à l'heure que la semaine dernière, le procès Binot, oui, on va dire le procès Binot, mais ce procès Alexis avait retenu l'attention de la presse et était à la une de tous les médias. Vous l'avez couvert pendant pratiquement une dizaine de jours. Quelle était l'ambiance de ce procès? Ambiance comme pour tous les grands procès, comme pour le procès à l'époque Charles-Henri Salin à Paris, comme pour tous les grands procès. C'était un grand procès. En fait, c'est un grand procès. Oui, c'est un procès qui était important pour la Guadeloupe, il faut le dire. Un syndicaliste a été tué en plein mouvement social. On a présenté quelqu'un comme étant son meurtrier. Il était devant la cour d'assises. C'était un procès important pour la Guadeloupe. On allait savoir, en tout cas on était censé savoir à la sortie, qui avait tué Jacques Binot. Et c'est là toute la difficulté. L'ambiance était lourde le lundi matin. Oui. Moi, je vais toujours me rappeler que moi, quand j'ai quitté Guadeloupe Première pour me rendre à Basse-Terre, il y avait quelques contrôles sur la route. Quand je suis arrivé au tribunal de Basse-Terre, je ne sais pas ce qu'on craignait. Je vous dis ce que j'ai vu. Je fais un constat. Quand je suis arrivé au tribunal, sur les marches du palais de justice de Basse-Terre, il y avait des policiers de la CDI avec des casques armés jusqu'aux dents qui contrôlaient l'entrée. Oui. Double contrôle à l'accès pour accéder au tribunal, parce qu'on a considéré que c'était un procès qui allait amener la foule. Alors, et il y avait beaucoup de Guadeloupéens aux abords du tribunal, mais quand ils ont vu ce déploiement de forces de l'ordre, ils ne sont pas rentrés. Alors, avant d'aborder le fond même de l'affaire, est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'absence de mobilisation? Je parle politico-syndical, puisque quand même Binot était membre éminent du LKP, assassiné pendant les journées du LKP, et finalement on n'a pas vu l'UGTG. Moi, avant le procès Binot, moi je ne peux pas parler pour l'UGTG, Mouta le fera beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, avant ce procès, j'ai eu à discuter avec des syndicalistes d'une manière générale pour leur demander quel était leur sentiment sur ce procès. Ils avaient tous au départ le sentiment que celui qui allait être présenté n'avait rien à voir dans cette affaire. Et c'était ça le sentiment général, en tout cas avec les syndicalistes que j'ai pu rencontrer. Mais j'observe quand même qu'il y avait des hommes comme Alex Lolia, présent tous les jours. Jean-Marie Nomertin est venu témoigner à la barre. Il y a un certain nombre de membres de la CGTG qui étaient au tribunal durant les 10 jours. Ça, on ne peut pas le nier. Il n'y a pas eu de mobilisation syndicale. Le LKP ne s'est pas mobilisé pour venir au tribunal, mais de manière, en tout cas individuelle, les syndicalistes, les Guadeloupéens se sont déplacés. Alors, je voulais ce soir qu'on aborde la question des rapports de la presse et de la justice, et l'occasion est donnée par ce procès, puisque le procureur vous a invectivé
presque individuellement, j'ai envie de dire, Gilbert Besmaï. Oui, mais ça prouve bien qu'il n'y a pas de concubinage avec les magistrats, Pas de combine, et qu'il n'y a pas de concubinage, il n'y a pas de combine et que nous ne sommes pas paxés avec eux. Oui. Donc on peut travailler librement encore. Ce que je regrette pour ma part, c'est que lorsqu'un avocat général, dans son réquisitoire, s'attaque aux journalistes, ça veut dire qu'il manque d'arguments. Moi, je l'ai dit, Camille Tardodino, c'est un avocat de talent. Hein. Je l'ai déjà vu en cour d'assises faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, les avocats le reconnaissent, le monde de la justice, on le reconnaît. C'est le chargé de communication de la juridiction. C'est lui qui est en relation avec les journalistes. Nous avons très souvent d'excellents rapports avec Camille Tardodino. Donc moi, je n'ai pas compris dans ces réquisitions qu'il puisse s'attaquer de la sorte à la presse, de ne pas se laisser influencer. Moi, je dis simplement qu'au fil des audiences, l'accusation a perdu du poids. Parce que des témoins sont arrivés, on s'est appuyé sur ce procès, sur le témoignage de repris de justice au casier judiciaire chargé avec des affaires en cours. Qui plus est, ce sont des indicateurs de la police. Oui. On ne l'a pas inventé. Ces personnes sont venues le dire à la barre du tribunal. Ils ont témoigné. Non, mais ils ont surtout dit qu'ils avaient un casier judiciaire chargé, qu'ils étaient des indices de la police. En plus, ils ont dit qu'ils ont subi des pressions pour pouvoir accuser Ouidi Alexé. Parmi moi, je regarde en tant que journaliste. Mais bien sûr, parce que je regarde sur le déroulement de ce procès, sur les témoignages. Qu'est-ce que les témoins ont dit? Oui, c'est Ouidi Alexé. On l'a vu. Alors, on l'a vu, on l'a reconnu. Oui, vous l'avez vu, vous l'avez reconnu. On l'a reconnu au son de sa voix, à sa démarche. D'accord? Et c'était au son de sa voix, à sa démarche, à son allure. Et il était cagoulé, oui. Personne ne l'a reconnu. Au son de sa voix, personne n'a vu son visage. Au son de sa voix, un a dit qu'il avait un bandana, il était incapable de dire quelle était la couleur du bandana. L'autre a dit qu'il avait une cagoule. Un troisième est arrivé et a dit non, ni bandana, ni cagoule, rien du tout. Il avait un t-shirt. Sur le visage. Voilà, voici ce qui a été dit. Oui. Voici les témoignages. Et chaque témoin contestait les propos contenus dans la procédure. Donc c'était l'ambiance générale de ce procès. Est-ce que Maître Démocrite, par exemple, qui était défenseur, vous avez senti qu'il maîtrisait bien son dossier? On va en parler. On peut parler des avocats. Oui, des avocats d'une manière générale. On peut parler d'une manière générale. On peut parler de la partie civile. Moi, j'ai découvert des avocats de talent. J'ai découvert des avocats de jeunes avocats de talent. Et ça, il faut le dire. Il y a des talents dans ce pays, il y a des avocats qui font le job. Moi, ce que j'ai regretté sur la partie civile, c'est que j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, la partie civile a porté l'accusation. Elle a porté l'accusation, oui. Ce qui n'est pas le rôle en général. Moi, j'assiste régulièrement au procès d'assises. J'ai fait ça pendant pratiquement 2 ou 3 ans pour Guadeloupe Première. Je n'avais jamais vu des parties civiles porter l'accusation comme ça, chercher les arguments. J'avais toujours vu et senti une autre démarche. Vous évoquiez Patrice Tacita. Patrice Tacita n'est pas un jeune avocat, un jeune avocat. C'est un avocat de talent. Je suis très mal placé pour parler de lui parce que je le connais très bien. On m'a dit qu'il était mal à l'aise. Je crois que les avocats, d'une manière générale, de la partie civile, même s'ils ont fait le job, je crois que quelque part, au regard du dossier, quand ils regardaient le dossier, quand on discutait avec eux à la sortie, lors des suspensions d'audience, ils étaient mal à l'aise parce que manifestement, il manquait un certain nombre d'éléments dans le dossier. Oui. Il manquait un certain nombre d'éléments. Il manquait une accusation. Je voulais revenir avec vous, Gilbert Besmaï, puisque on n'a pas parlé de la défense. Oui, on parlera de la défense tout à l'heure, mais la thématique, c'est justice et journalisme. Vous avez vous-même été, faut le dire, justiciable, quelquefois déféré dans des affaires au tribunal. Comment vous avez vécu ces périodes en tant que journaliste? Quand vous avez eu mal à partir avec la justice? Moi, j'étais fier. Moi, j'avais un professeur
à l'école de journalisme. Il m'avait dit un jour, je discutais avec lui, et à la sortie d'un cours, il m'a dit, tu sais, si tu es journaliste, tu n'es pas poursuivi en diffamation. Si tu es journaliste, tu n'as pas de souci avec ta hiérarchie. Interroge-toi sur la manière d'exercer ton métier. Donc moi, à partir de ce moment-là, je n'ai pas de problème. J'ai été poursuivi à multiples fois. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois, mais j'ai été poursuivi à multiples reprises en diffamation. J'ai gagné tous mes procès. Je n'ai jamais eu de difficultés particulières. Au contraire, je dis que quand quelqu'un se sent lésé, quand quelqu'un se sent lésé, d'accord, il faut rester en justice. Moi, je dis quand on n'est pas d'accord avec ce que fait un journaliste, quand on est sûr de son fait, il faut rester en justice. Moi, je suis prêt, j'accepte le jeu. J'accepte le jeu. Quand je sors des affaires, j'accepte toujours qu'on puisse me poursuivre, qu'on puisse me demander des comptes. Maintenant, à moi, apporter la preuve de ce que j'ai fait, sur la qualité de mon travail. Ça n'a jamais affecté, mes relations avec le parquet ou avec la police ou avec la gendarmerie. Jamais, parce que je sais dissocier. Par exemple, quand vous avez un dossier sensible, je n'ai pas de problème d'autocensure. D'une manière générale. On dit souvent que beaucoup de journalistes guadeloupéens s'autocensurent. Oui, alors ça, je peux vous dire ça, je peux vous en parler. Ah, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a des journalistes qui s'autocensurent. Ils ont des informations, ils ne les sortent pas parce qu'ils ont peur. Non, ils ont peur parce qu'il y a des enjeux, il y a un certain nombre d'enjeux derrière ça. C'est la vérité. Moi, je ne vais pas m'autocensurer. Par contre, je peux ne pas sortir une information. Pourquoi? Je vais vous donner un cas. Un cas qui s'est posé, c'est un cas. Moi, un jour, je suis à Basse-Terre un vendredi, j'étais en poste à Basse-Terre. Je suis à Basse-Terre un vendredi, moi j'ai un réseau de relations sur le vendredi, notamment sur le tribunal, j'avais un réseau de relations. On me dit, Gilbert, il y a un dossier, une affaire qui passe en correctionnel, c'est un médecin qui a abusé de mineurs de moins de 15 ans et ça passe en correctionnel un vendredi et l'affaire va être jugée à 16 h. Je dis, ah bon, c'est surprenant. Donc moi je pars tout de suite au palais, je m'assois dans la salle, effectivement je tombe sur ce dossier-là. Moi j'arrive après, donc moi je sors, je fais un papier, je fais tout ce qu'il faut. L'info est diffusée on n'était pas Guadeloupe Première, nous étions RFO. L'info est diffusée dès 5 h du matin. L'info est diffusée à 5 h du matin. Le médecin est chez lui. Le vendredi soir, il a cru que tout allait se passer tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? À 6 h, son avocat m'appelle et me dit, Gilbert, le SAMU vient de partir avec lui, il a fait une tentative de suicide quand il a entendu le papier. Qu'est-ce que j'ai fait? Le papier était où? Le papier relatait les faits. Oui. Relatait les faits et la décision qui a été prise par le tribunal. D'ailleurs, c'est un délibéré. Il me le dit. Je vais toujours me rappeler à l'époque, moi j'ai appelé Jean-Philippe Pascal qui était à l'époque rédacteur en chef. Je dis à Jean-Philippe, voilà le problème que j'ai. Je l'ai réveillé très tôt. Je lui ai dit, Jean-Philippe m'a dit, Gilbert, c'est un problème de conscience, c'est ton papier, tu prends la décision, moi je te suis. J'ai dit, Jean-Philippe, on sort le papier. Et j'ai sorti le papier. J'ai sorti le papier de l'antenne. Oui. Je l'ai sorti de l'antenne. Ah, vous l'avez sorti de l'antenne. Vous avez décidé de... Oui, j'ai considéré... C'est une action humanitaire, on va dire. Oui, parce que je considère aussi qu'on peut faire de l'information, mais quand l'information pousse un certain nombre à des actes désespérés, il faut savoir se retirer. Il faut le dire, Gilbert, vous êtes souvent sous le tour de la Guadeloupe. Alors, il y a eu l'affaire du dopage de l'USL. Est-ce que ce papier-là, c'est un papier que vous avez gardé sous le coude? Non, moi je n'ai rien gardé du tout sur le coude, l'affaire de l'USL. Parce que tout le monde savait. D'ailleurs, moi je n'ai pas traité ce dossier-là. Vous avez su que. Non, je n'ai pas traité ce dossier-là, je vous l'assure. Volontairement. Pas volontairement, parce que je n'ai pas eu à le traiter. Daniel Marius, nous avons des spécialistes du cyclisme. Il y a Claude Seprika chez nous, qui est une bibliothèque vivante, c'est le spécialiste du cyclisme. Il y a Daniel Marius. Et moi, j'arrive après, parce que je coordonne l'équipe du Tour de la Guadeloupe. Mais c'est vrai que nous avions un certain nombre d'informations. Et pourquoi ce dossier n'est jamais sorti? Réellement? Non, moi je pense qu'il y a eu des enquêtes, on a sorti un certain nombre de choses. Après,
après, il y a tout le déroulé judiciaire. Vous savez, vous avez le secret de l'instruction. Les juges d'instruction ont un certain nombre d'informations qu'ils ne donnent pas aux journalistes. Les avocats ne lâchent pas d'informations aux journalistes. On ne peut pas sortir n'importe quoi. Et je crois que c'est un dossier qui est sensible et qui est encore très sensible. Encore très sensible. Alors, on revient donc à l'affaire Oudi Alexis. Alors, vous savez, il y a deux thèses qui s'affrontent. Disent que l'assassin, c'était Alexis. Et une autre thèse, la thèse qui a permis sa libération, sa relaxe, dit que l'assassin court toujours. Alors, je suis quand même étonné qu'aujourd'hui, on ne parle plus de recherche de l'assassin de Jacques Binot, puisque le procureur a d'ailleurs fait appel. Est-ce que ça veut dire que c'est une affaire qui risque de rebondir ou vous pensez que la décision sera maintenue, enfin sans préjuger? Non, moi je ne peux pas préjuger de la décision que prendra une cour d'assises d'appel. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en faisant appel, c'est que le parquet général est vraiment convaincu de la culpabilité de Oudi Alexis. Oui. Ils n'ont pas eu gain de cause, ils font appel, mais c'est une démarche judiciaire tout à fait normale. Oui, d'ailleurs, Socrate Tacita l'a dit à la sortie, lorsque le verdict a été prononcé, il l'a dit au micro de Guadeloupe Première à la radio, il a dit que de toute façon, il y a d'autres échelons, il y a d'autres étages. Donc on verra à la sortie. Il m'a même parlé de cassation. Oui. Donc on verra. Donc après, maintenant, moi j'ai le sentiment, l'affaire suit son cours. Il faut attendre au moins à peu près une année pour voir revenir cette affaire devant une cour d'assises d'appel entre un an et demi. Alors, voilà. La partie sombre de ce dossier, c'est le vrai assassin qui court toujours. Moi, pour l'instant, Oudi Alexis est acquitté par la cour d'assises au regard des éléments, au regard des éléments du dossier, c'est l'oralité des débats, plus les éléments fournis par le parquet qui porte l'accusation, par un juge d'instruction qui a travaillé, par des policiers qui ont travaillé et qui ont fourni à la sortie un dossier d'accusation, et le procureur décide après de déférer devant une cour d'assises. Je veux dire, au regard de ce dossier, des éléments qui ont été présentés à la cour d'assises, Oudi Alexis a été acquitté. Alors, ce sera ma dernière question ce soir, Gilbert Pesma, en votre âme et conscience, comme on dit. Est-ce que vous avez le sentiment que vos papiers ont pesé sous la décision du jury? Non, pas du tout. Non, moi j'ai fait... on me dit souvent que j'ai une voix qui porte. J'entends souvent qu'on me critique parce que les jurés, ils écoutent quand même sur mes papiers. Moi, je crois que j'ai fait mon travail de journaliste. Je crois que nous étions tous dans la même tonalité. Pourtant, nous ne sommes pas... Vous n'étiez pas dans la même tonalité que Pierre-Emmanuel. Nous ne sommes pas concertés. Moi, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas écouté. Je vous avoue que je ne l'ai pas écouté parce que moi, je travaillais sur mon iPad en direct du tribunal, je ne quittais jamais l'audience. D'accord, je faisais mes papiers en direct de l'audience et je faisais mes modifications. Quand vous êtes arrivé au tribunal, est-ce que vous étiez convaincu de quelque chose? Non, pas du tout. Je ne connaissais pas le dossier parce que l'affaire Binot, pour moi, s'arrête au lendemain ou de quelques jours à l'affaire Poitvin, le jeune qui avait été arrêté, qu'on avait présenté à l'époque comme étant l'assassin de Jacques Binot. Il a été maltraité, il a pris beaucoup de coups. Et ensuite, on l'a retrouvé, quand on a, quelques heures après, quand on a vérifié son alibi, on a vu qu'il chattait toute la nuit sur Internet et que finalement on l'a libéré. On l'a libéré. Et moi, l'affaire Binot, pour moi, s'est arrêtée après ça. Je n'ai plus suivi l'affaire Binot, parce qu'on était en 2009. Non, j'arrive vierge, j'ai envie de dire, parce qu'après, moi, j'ai basculé dans la politique. Vous savez, après 2009, c'était une année politique, donc j'ai basculé dans la politique. Et quand je suis arrivé lundi matin au procès, je n'avais même pas suivi le procès du mois de juin. Donc j'arrivais 9 et j'ai découvert ce qui s'est passé. Et je me suis interrogé dès les premiers témoignages. À partir du moment où l'accusation, je regarde le profil des témoins, je dis attention. Autre chose encore, moi, il y a une curiosité juridique que je n'ai pas réussi, un mystère que je n'ai pas réussi à percer au cours de cette audience. J'ai vu des hommes venir à la barre du tribunal dire à un avocat général, à un président de cour d'assises, nous nous sommes réunis pour piller des magasins, pour voler, pour tirer pour en découdre avec des policiers. J'ai entendu ça.
je peux comprendre Oui. que le juge d'instruction C'est des témoignages. n'ait rien fait. Oui. N'ait rien fait et ait décidé de donner un non-lieu. Mais devant une cour d'assises, quand on vient dire ça, Oui. ces jeunes, ils ne sont pas poursuivis. Oui. Ils ne sont pas poursuivis. Ouais. Ils sont Il libres. y a de la matière. Ils Je vous sont remercie Gilbert Pinsemaille. Alors, bien sûr, on regrette que votre confrère ne soit pas là. Alors, je profite Non, mais je Gilbert vous ai Pinsemaille. dit, Oui. que Guadeloupe Première, Oui, nous, assuré, Guadeloupe Première, merci. nous sommes Je pense un que Madame média, Francine, sera fiable. fiable. De Non, vous entendre, non, pas ce de soir. flagornerie entre Enfin, nous, mais nous sommes en un tout cas, média Gilbert Pinsemaille. fiable, même si on veut notre peau quelquefois, et nos propres confrères d'ailleurs. Alors, la semaine prochaine, on parlera de la crédibilité des journalistes. Et Gilbert Pinsemaille, je vous rappelle que vous serez dès le mois de janvier, je pense, avec nous dans le Club de la Presse, qui prendra place dans cette émission. Je ne sais pas. Oui, vous serez invité régulièrement. je demande. On vous accueillera et on vous remercie d'être venu. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. L'émission est terminée. On salue notre petite équipe, les petites mains qui m'aident à préparer cette émission. On salue Danaïka, par exemple. Et aussi, on rappelle que mercredi prochain, on va se retrouver. Vous avez beaucoup de chance, Danick. Oui, j'ai beaucoup de chance, effectivement. J'ai une fille qui assure, bien sûr. Et donc, Mais oui, et on donc, terminera comme ça, on n'allait pas oui. pouvoir terminer. Non, je vais terminer. Et je dis Ouais. que cette émission est rediffusée le jeudi à partir de 15h pour nos amis de la Martinique, mais surtout de la France. Et on se retrouve mercredi prochain à la même heure, sans Gilbert Pinsemaille cette fois-ci, mais avec d'autres confrères. Salut, et c'était C'est dans la presse, et on termine. C'est nul, Gilbert.